John Nash arrive à l'université de Princeton en tant que jeune diplômé, lauréat du prestigieux prix Carnegie en mathématiques. Malgré l'attribution d'une chambre individuelle, son colocataire Charles, étudiant en littérature, l'accueille chaleureusement à son arrivée et devient rapidement son meilleur ami. Nash rencontre également d'autres brillants étudiants diplômés en mathématiques et en sciences, Martin Hanson, Sol, Ainsley et Bender, avec lesquels il entretient une amitié compliquée. Nash confie à Charles qu'il est plus à l'aise avec les statistiques qu'avec les gens, ce qui n'est pas surprenant vu ses tentatives de conversation souvent maladroites avec les femmes du bar du quartier. À la recherche d'une idée vraiment unique pour son mémoire, Nash subit une pression croissante pour le terminer afin de pouvoir commencer à travailler. Un rejet particulièrement douloureux d'une femme au bar l'inspire finalement dans son travail fructueux sur les équilibres dynamiques, une théorie mathématique de l'économie. Après ses études à Princeton, Nash obtient un poste convoité au Massachusetts Institute of Technology, MIT, avec ses amis Sol et Bender. 5 ans plus tard, alors qu'il enseigne un cours de calcul au MIT, il écrit un problème particulièrement intéressant au tableau et défie ses étudiants d'y répondre. Lorsque son étudiante Alicia Lard se rend à son bureau pour en discuter, ils tombent amoureux et finissent par se marier. Lors d'un retour à Princeton, Nash croise son ancien colocataire Charles et rencontre la jeune nièce de Charles, Marcy, qu'il adore. Il rencontre également un étrange agent du ministère de la Défense nommé William Parcher. Nash est invité dans une installation secrète du ministère américain de la Défense au Pentagone pour déchiffrer le cryptage avancé des télécommunications ennemies. Nash est capable de comprendre le code mentalement, ce qui surprend les autres décrypteurs. Parcher observe la performance de Nash d'en haut, partiellement caché derrière un écran. Il assigne à Nash la tâche de rechercher des tendances dans les revues et les journaux, vraisemblablement pour déjouer un complot soviétique. Il doit rédiger un rapport sur ses conclusions et le déposer dans une boîte aux lettres spécifiques. À la suite d'une course-poursuite avec les Russes et d'un échange de coups de feu, Nash devient de plus en plus nerveux et commence à agir de manière irrationnelle. Après avoir remarqué ce comportement inhabituel, Alicia contacte un hôpital psychiatrique. Plus tard, alors qu'il donne une conférence à l'université de Harvard, Nash remarque qu'il est surveillé par un groupe de personnes hostiles. Malgré ses tentatives de fuite, il est drogué de force et envoyé dans une clinique psychiatrique. L'emprisonnement de Nash semble renforcer son opinion selon laquelle les soviétiques essayaient d'obtenir des informations de lui. Il prend les responsables de l'établissement psychiatrique pour des kidnappeurs soviétiques. Alicia, voulant aider son mari, se rend à la boîte aux lettres et récupère tous les documents top secrets, non ouverts que Nash y avait laissés. Lorsqu'il est confronté à ces informations, Nash se rend compte qu'il a halluciné. L'agent du ministère de la Défense William Parcher et la mission secrète de Nash pour déchiffrer les transmissions soviétiques n'étaient qu'un mensonge. Étonnamment, l'ami de Nash, Charles, et sa nièce Marcy sont également des créations de l'imagination de Nash. Nash est libéré après avoir subi une série exténuante de séances d'électroconvulsivothérapie à la condition qu'il prenne des antipsychotiques. Cependant, les médicaments ont des effets secondaires terribles qui nuisent à sa relation avec sa femme et, plus important encore, à son potentiel intellectuel. Nash, frustré, arrête de prendre ses médicaments et les cache, ce qui entraîne un retour de sa folie. Un jour, alors qu'il donne le bain à son fils en bas âge, Nash se distrait et s'éloigne. Alicia, qui étend du linge dans la cour arrière, remarque que la porte de derrière est ouverte. Elle découvre que Nash a converti une cabane abandonnée dans un bosquet d'arbres à proximité en bureau pour Parcher. Lorsqu'Alicia réalise ce qui s'est passé, elle se précipite dans la maison pour confronter Nash, sauvant presque leur enfant de la noyade dans la baignoire. Quand elle le confronte, Nash prétend que son ami Charles surveillait leur fils. Alicia se précipite vers le téléphone, appelant l'hôpital psychiatrique pour une aide d'urgence. Parcher supplie Nash d'assassiner sa femme, mais Nash est indigné et refuse. Après avoir argumenté avec Parcher, Nash fait accidentellement tomber Alicia par terre. Alicia sort de la maison apeurée avec leur enfant, mais Nash bloque sa voiture pour l'empêcher de partir. Au bout d'une minute, Nash réalise que Marcy est une projection de son imagination car elle est restée du même âge depuis qu'il l'a vue pour la première fois. Il assure à Alicia que, elle ne vieillit jamais. C'est seulement à ce moment-là qu'il comprend que les 3 personnes font partie de ses hallucinations. Il est important de noter que dans la vraie vie, Nash souffrait d'hallucinations auditives et peut-être de délire plutôt que d'hallucinations visuelles. Nash et Alicia décident de vivre avec sa condition aberrante, tiraillée entre la paralysie intellectuelle causée par les antipsychotiques et ses délires. Nash leur fait délibérément ses adieux pour toujours afin d'ignorer ses hallucinations et éviter de nourrir ses démons. Cependant, il félicite Charles d'avoir été son meilleur ami au fil des ans et dit un au revoir émouvant à Marcy, lui caressant les cheveux et l'appelant « bébé », leur informant à tous les deux qu'il ne leur parlera plus.
Nash vieillit et contacte son vieil ami et rival intellectuel Martin Hanson, maintenant doyen du département de mathématiques de Princeton, qui l'autorise à travailler à la bibliothèque et à suivre des cours en auditeur libre. Cependant, l'institution refuse de lui fournir son propre bureau. Bien que Nash continue à avoir des hallucinations et discute de la prise de médicaments supplémentaires, il finit par être capable de gérer et d'ignorer complètement ses épisodes psychotiques. Il accepte sa situation et vérifie si de nouveaux contacts sont des personnes réelles plutôt que des hallucinations. Nash finit par regagner le droit d'enseigner à nouveau. Ses collègues professeurs reconnaissent ses réalisations mathématiques, et il remporte plus tard le prix Nobel d'économie pour son travail révolutionnaire sur la théorie des jeux. Nash et Alicia s'apprêtent à quitter l'auditorium de Stockholm lorsque John aperçoit Charles, Marcy est perché debout et souriant. Alicia demande à John « Qu'est-ce qui se passe ?» John répond « Rien ». Sur ce, ils sortent tous les deux de l'auditorium.